17 décembre 2018, n'est-ce pas? Nous ne suivons pas la tentation, ce n'est plus ça. Ça a été changé par le Vatican le 17 décembre 2018. Alors tenez en compte, vous, de la chrétienté. Bismillah. Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره عظيم سبحان ربك رب العزه يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà le chronogramme qui est proposé pour le déroulement de cette cérémonie est le suivant. Un mot de bienvenue sera présenté par le docteur Abdoulaye Diallo, directeur général des éditions Harmattan Sénégal. C'est cette maison d'édition qui a publié l'ouvrage écrit par notre ami et frère, le professeur Madior Diouf. Ensuite, il y aura le mot du professeur Ousmane Sen qui nous reçoit ici au WAD. Et je sais que Madior et lui ont préféré que cette réunion se tienne ici, au WAD, pour diverses raisons liées à de multiples symboles. Puisque ici c'est un lieu du savoir, de la recherche, de l'échange et de la profondeur de la pensée. C'est normal donc que ce soit ici que nous nous retrouvions aujourd'hui pour célébrer un homme qui a une partie de son œuvre, parce qu'il y aura certainement d'autres ouvrages que Madior va aussi nous offrir dans les années qui viennent, Inch'Allah. Ensuite, la présentation de l'auteur sera faite par le professeur Amadou Ly, que je compléterai brièvement, puisque je dois dire quelques mots à la fin de la cérémonie. J'ai été torturé par un dilemme. Parler de Madior Diouf à la fin, quand tout le monde sera intervenu et qu'on aura entendu chacun et chacune, ou parler de lui au milieu du processus pour juste envoyer quelques éléments et puis ensuite réserver le reste pour la faire. Alors j'ai opté pour cette formule qui n'est pas ambiguë, mais qui est en quelque sorte bipartie. Ensuite, après la présentation de l'ouvrage qui sera faite par le professeur Amadou Faye, et le mot de l'auteur lui-même, Madior, la parole lui sera donnée. Et puis la parole sera donnée au public en commençant par deux de ses filles qui sont ici présentes, n'est-ce pas? Plus les autres interventions des frères, sœurs, neveux et nièces, fils et filles qui sont ici présents aujourd'hui. Et puis il y aura ensuite le mot à l'auteur de moi-même. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce chronogramme? C'est démocratique, donc c'est d'accord. Nous commençons. Je donne la parole sans tarder au professeur Abdoulaye Diallo, directeur général des éditions Harmattan Sénégal. Merci, Tonton Moustapha. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Gambie. Messieurs les professeurs, mes chers maîtres, Monsieur le directeur du WAD, Ousmane, professeur Madior Diouf, professeur Amadou Ly, professeur Ahmed Faye qui est au présidium, mon cher oncle, professeur Boubacar Bari, professeur Abdoulaye Kane. Je vois mon oncle Tonton Fadel qui se cache derrière. Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Je ne sais que dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les mots que j'ai à dire. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, comme nous avons l'habitude de le faire. Mais j'avais demandé au président Niass de me donner
quelques autres minutes pour que je puisse faire quelques observations. Voilà, et remercier le trio qu'il constitue avec Abdoulaye Diallo et le professeur Major Diouf pour une raison bien simple. J'ai appris que le livre était sorti ou allait sortir dans un organe de presse. Tout de suite, j'ai demandé à mes agents de la bibliothèque d'aller me chercher des exemplaires. Je crois que professeur Diouf, j'en ai pris 5 parce que, entre autres, je pensais à mon grand frère El ici présent et d'autres personnes à qui il fallait que je donne ça. Alors, et après, tout de suite, j'ai essayé d'avoir le numéro du professeur Major Diouf pour le supplier en lui disant, professeur, vous avez la possibilité de faire la dédicace dans l'un des hôtels les plus huppés de Dakar, mais si vous ne le faites pas, je voudrais que vous puissiez considérer le WAC. Et c'est là qu'il me dit, ah mais oui, je suis là avec mon ami le président Niass. Et j'ai parlé à tous les deux. Et ils sont tombés, je crois, d'accord, mais ils m'ont dit, on attend quand même l'avis de Diallo Larmatan. Alors, Diallo Larmatan, il était d'accord. Ils ont fixé la date et Diallo m'a téléphoné. C'est le jour où je devais partir à Sokone, président. Je lui ai dit, ah, de toute façon, je prendrai toutes les dispositions pour que ça se passe bien. Mon seul regret, c'est que j'ai pris déjà des engagements, je ne serai pas à Dakar. Tout de suite, Diallo appelle le président Niass et le professeur Major et il me dit, non, 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 on fera ça le vendredi, on voudrait que tu sois présent. Donc je vous remercie vraiment pour ça et je voudrais que le public vous applaudisse de cette générosité. Alors, vous avez parlé d'une certaine façon du président Moustapha Niass. Mais vous n'avez jamais entendu le président Moustapha Niass décliner la rose et vous conjuguer les verbes latins. À part le président Senghor, je vois très peu de gens maintenant au Sénégal qui soient aussi pétris d'humanité gréco-latine et qui peuvent vous donner l'odyssée de tous ces dieux et de toutes ces déesses de la mythologie grecque. On en a discuté. Je ne dirais même pas, j'étais émerveillé, je vais dire un mot très bizarre, j'étais ébahi. Tellement c'était extraordinaire. Et je me suis dit, mais il a peut-être resté sa vocation, parce qu'il aurait dû être l'une des références à l'université. Monsieur le Président, il faut qu'on sorte cette dimension cachée de vous. Et si vous avez 60 000 livres chez vous, ce n'est pas surprenant. Alors, le reste, c'est professeur Major Diouf. Si je devais parler de vous, j'allais parler comme le président, le professeur Ferdinand Diarra. Et ce que je vais dire s'applique à vous, s'applique au professeur Ferdinand Diarra et s'applique à feu Makhtar Ba. Et j'emprunte cette phrase-là à Ferdinand Diarra qui nous a fait les cours de grammaire. Et en nous faisant les cours de grammaire, à un moment il s'arrête, il dit, sur ce point, les grammairiens ne sont pas d'accord, ils discutent grammatiki kertat, et il élève la voix. Et quand j'ai pensé à cette phrase, je me dis finalement, moi, ma génération, nous avions 3 grammatiki, dans le sens de grammairien, mais dans le sens de savant, qui connaît. Le grammairien grammaticus, c'est Ferdinand Diarra. Le grammairien qui connaissait très bien la langue anglaise, c'est Makhtar Ba. Le 3e grammatiki, c'est Major Diouf, pour les cours extraordinaires qu'il donnait, dont certains se souviennent. Qui disait, si vous voulez savoir qui est Yaye Daro, imaginez une vieille sénégalaise en train de croquer sa cola, et après, vous avez tout le jus de la cola autour des lèvres. Professeur, c'est un de vos anciens étudiants qui m'a raconté cette histoire-là. Et une autre histoire, première année, département de français, premier jour, il leur dit, prenez vos porte-plumes. Porte-plumes. Tout le monde se dit, où sont les buvards? Où est l'encrier? Porte-plumes.
Il n'a pas dit prenez vos stylos, prenez vos porte-plumes. Alors, vous voyez ce background de quelqu'un qui a fait tous les cycles de l'enseignement et qui fait les choses avec la même rigueur. Parce que le porte-plume, si vous devez le prendre, vous devez le faire avec beaucoup de soin. Vous vous rappelez, cahier sale, chaque fois qu'on mettait ça sur vos cahiers, on pleurait. Donc qu'il vous appelle à porte-plume, c'est, n'est-ce pas, une façon de vous appeler à être plus attentif, plus méticuleux, plus sérieux dans ce que vous faites. Donc, professeur Madior Diouf, tout cela avec Sylvia Ba, évidemment, dont je me souviens, parce qu'elle, en tant qu'américaine, elle a inventé une néologie, oui, c'est ça, en français. Parce que quand elle nous faisait les cours de littérature et elle s'émerveillait devant un poète, elle disait, vous voyez l'audacité de l'auteur, l'audacité. Enfin, Barack Obama, il peut dire audacity, the audacity of hope. Dès que j'ai entendu ça, j'ai détalé comme un lièvre, je suis un lapin, pour aller chercher un dictionnaire, mais audacité n'était pas là-bas. C'était vraiment le mot auquel je pensais, audace. Et quand je l'ai revu par la suite, je l'ai dit, madame, je me souviens toujours de vous parce que vous avez utilisé le mot audacité en classe. Bon, je ne voulais pas en entendre parler. Donc, on a souvenir sur vous tous, et que peut-être votre fille Ndella, qui a été bonne étudiante, pourra aussi avoir des souvenirs sur nous. Pour ne pas être très long, donc ces souvenirs, mais votre livre m'a appris beaucoup de choses. Et je suis très content de sa publication. Parce que je me rends compte que les historiens traditionnels sénégalais connaissent le Wado, connaissent le Baol, connaissent toutes les provinces du Sénégal, mais connaissent très peu le Sine et le Saloum. Or, si on met ensemble l'ouvrage de Rokhaya Dabafal, le Saloum, terre de rencontre, avec l'ouvrage de Madior, on commence quand même à voir ce qu'était le Sine et le Saloum. Et il y a un autre livre qui va d'ailleurs sortir de la part de l'ancien maire de Sokone sur le Djingili. Ça nous permettra quand même de retracer notre histoire. Mais professeur Madior, Olokoyaï fisu asinik. Olokoyaï fisu asinik. Attention, mon accent en sérère, il ne faut pas se moquer de nous. Olokoyaï fisu asinik. J'aime tellement cette expression que finalement je l'ai apprise par cœur. Le cynique ou le signe existe à cause d'une femme. Parce que si une femme n'avait pas pris son bâton pour tracer, il n'y aurait jamais de signe. C'est pour ça que vous avez le régime matrilinéaire chez nous. Ça donne aussi la place de la femme. Parce que quelque part, vous dites que ne prenez pas une deuxième femme n'importe qui. Dans certaines circonstances, si votre première femme n'est pas d'accord, vous ne prenez jamais de deuxième femme. Jamais. Peut-être qu'il reviendra là-dessus. Et aussi, votre explication de l'esclavage, qui était une pratique. Mais vous êtes esclave si vous versez le sang de quelqu'un. C'était la manière de se rattraper. Mais autrement, il n'y avait pas ce système-là. Et j'ai appris aussi que, en fait, les Mauritaniens sont avec nous depuis Mathusalem, puisqu'on a Romar. Et ça vraiment, c'était une épiphanie. Je me suis dit, tiens, tout ça, ça existait. Mais ce que dit Maïssa Wali John, Mat Nanger Refa, Win Danouk, Okino Lenga Refa. Est-ce que les Béninois n'ont pas essayé le contraire puisqu'ils avaient un triumvirat? Ça n'a pas duré plus d'1 an. Donc, en termes plus prosaïques, l'autorité n'est pas sécable et le pouvoir ne se partage pas. Jusqu'à présent, c'est vrai, et c'est Maïssa Wali John, dont le nom de famille n'est pas John, c'est Mané. Mais il est John parce qu'il est resté trop longtemps en vie et les gens étaient impatients, ils voulaient le remplacer. Et chaque fois que quelqu'un disait « Où est Maïssa Wali ?» John. Donc le John vient de là-bas, mais son vrai nom c'est Mané. Et il y a d'autres choses encore qui sont dans le livre que je vous conseille véritablement de lire. Président, il ne faut pas que j'abuse, hein. Je crois que je vais m'arrêter là. Et voilà, ceux qui savent vont se prononcer sur le reste. Donc, merci professeur, merci président, merci professeur.
on a tellement plaisir à t'écouter qu'on espérait que tu continueras. Et ça va revenir, franchement, ça va revenir. Et maintenant, c'est le temps de la présentation de l'auteur par le professeur Amadou. Professeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Président Christophe Agnès, Monsieur Elhadji Malick Sène, grand frère, notre grand frère, maire de Sokone, je crois, ancien maire, professeur au lycée, à Montante-Madior, je le relevé, professeur Ousmane Sène, directeur du WAC, professeur Ahmad Faye, professeur Birahim Thioum, j'ai entendu le nom tout à l'heure, docteur Abdoulaye Diallo, chef d'enfant de Madior, dont Ndella Madior, elle précise toujours Ndella Madior, Selbé et les autres. Eh bien, tout à l'heure, je me suis battu pour pouvoir disposer d'un peu de temps pour parler. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'un des principes qui gouverne notre statut d'enseignant-chercheur universitaire, auquel très peu d'entre nous dérogent, est de laisser à chacun les implications de son propre choix de spécialité. Moyennant cette sage guidance de nos travaux, il nous est possible d'approfondir et de maintenir droit nos sillons et d'éviter, en mêlant les genres, d'illusionner le monde. Voilà pourquoi, quand le professeur Madior Diouf m'ayant fait venir chez lui, m'a informé qu'il venait de recevoir, envoyé des États-Unis par ses enfants, Ousmane et Selbé, je crois, les premiers exemplaires de son ouvrage intitulé Daga, texte sur la culture sérère, et qu'il voulait que ce soit moi qui, le jour du lancement, le présente au public, à ses invités, et que le professeur Ahmad Faye présente l'œuvre elle-même, je fus en même temps heureux et épouvanté. En effet, nul mieux qu'Ahmad Faye. Excusez-moi, il faut que je vois. J'en avais ouvert une tout à l'heure. Merci, Président. Merci beaucoup. C'est de l'eau seulement, hein, c'est pas l'eau. Alors, nul mieux que Ahmad Faye ne méritait le choix avisé de Madior Diouf pour présenter des textes sur la culture sérère, ne serait-ce que par ses nombreux articles de fond sur le sujet, mais surtout par sa thèse dont très bientôt, je crois, va s'enrichir le monde de la culture ici au Sénégal et, je le dis avec force, en Afrique et dans le monde. Quelques centaines de milliers de nos compatriotes sénégalais et africains auraient pu être assis à la place que j'occupe pour parler du professeur Madior Diouf et de son livre qu'il a eu la générosité d'écrire pour nous et pour nos neveux, neveux au sens de descendants, des décennies et des siècles à venir. Roga Faha, si la vie humaine continue sur cette terre si menacée par la furie destructrice des puissants maîtres aux instincts suicidaires, donc si la vie humaine continue sur cette terre, ce livre a un bel avenir. Ces centaines de milliers de personnes, ce sont celles et ceux qui, sur près d'un demi-siècle, parfois même plus, ont été soit ses collègues, n'est-ce pas, Cheikh Aliounga, Pape Cheikh Tidiane, Cheikh Fadel Dia, et aussi Mbaye Gueye, Sylvia Washington, Ferdinand Diarra et autres, soit ses élèves dans le secondaire, à Thiès ou ailleurs, à Saint-Louis, soit ses étudiants et étudiantes ici même, à l'Université de Dakar, puis à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est la même entité. Ce sont aussi ses camarades, d'abord ceux des luttes syndicales à l'UNES, puis au Sud-Est, alors tout puissant syndicat unique et démocratique de l'ensemble des niveaux d'enseignants et de recherche de ce pays,
et d'enseignement et de recherche de ce pays, de la maternelle à l'université, alors unique au Sénégal. Ce sont enfin ses camarades de parti, du RND du professeur Cheikh Anta Diop, dont il est devenu le 3e secrétaire général. Il manque à la liste ses familiers, ses amis, ses enfants, même ses voisins, ses connaissances. Tout cela pour dire que si, comme c'est dans l'ère du temps, sur le terrain politique, il avait fallu un parrainage de 100 000 personnes compétentes pour que fût autorisée la sortie de ce livre, il n'y a aucun doute que Madior Diouf aurait pu réunir cette centaine de milliers sans peine et même garder des milliers de voix de réserve. Et parmi ces milliers de personnes aptes à présenter le livre, il y aurait bien eu quelques centaines de personnes encore plus aptes que les autres, ne serait-ce que parce que Sérère, né de Sérère, grandit au cœur pastoral du Sine, comme le dit Senghor, il connaîtrait intimement ce monde dont Madior Diouf évoque l'histoire, la très riche et belle culture et la profonde spiritualité. Amath Faye, parmi une petite dizaine d'autres, a été choisi. C'est un excellent choix, comme on le verra tout à l'heure. Et qui a-t-on choisi pour présenter l'auteur lui-même, l'homme Madior Diouf? Pas un ami d'enfance de Sagne ou de Niakhar, pas un camarade de promotion de l'école primaire, du lycée ou de l'université. C'est à moi, qui le méritais bien peu, que Madior Diouf a choisi de conférer le grand honneur de présenter à ce public l'auteur d'un ouvrage qu'avant Amath Faye, je m'en excuse auprès de lui, je qualifierais de monumental, épithète pas du tout exagéré. Je m'en vais donc vous présenter Madior Diouf selon deux moyens. Je vous lirai d'abord quelques lignes essentielles de son CV bien fourni, Machallah ou Machallah. Ce Madior-là, la plupart d'entre vous le connaissent, comme je l'ai dit, comme moi, voire plus et mieux que moi. Ensuite, je vous présenterai l'autre Madior, dont ses familiers connaissent certains aspects, mais que je prétends, moi, connaître bien plus intimement que certains. Car non seulement je le connais depuis 1966, c'est-à-dire depuis près de 54 ans maintenant, mais aussi qu'à deux reprises, dans ma classe de 4e et dans mon amphi de 2e année à l'université, il a été de mes professeurs. On me pardonnera donc, n'est-ce pas, si je suis un peu long, mais je vais tâcher d'être synthétique. Malgré tout, si j'avais eu le choix, j'aurais peut-être dérogé, comme certains, au principe dont j'ai fait état tout à l'heure, et interverti les rôles à nous deux assignés par le professeur Madior Diouf. Car la panique m'a saisi et je dis, m'est-il possible, au-delà de la lecture du CV, de présenter Madior Diouf avec objectivité? Et même, cela m'eût-il été possible, comment faire comprendre et faire partager que tout propos que je tiendrai sur lui ne serait pas vaine flagornerie, basse flatterie à un frère aîné, à un ami, à un maître. Voilà quel fut mon dilemme le jour où je reçus Gaga, texte sur la culture sérère. Le professeur Madior Diouf est né à Fimela, en plein cœur du Sine, en l'an de grâce 1939. Il a donc 80 ans, année de sinistre mémoire dans l'histoire du monde, 1939, mais année très heureuse pour notre pays, puisqu'elle a vu naître un de ses fils les plus valeureux qu'il ait porté. Après l'école primaire de Fimela entre 1946 et 1952, ce fut le prestigieux lycée Faidherbe de Saint-Louis, avec à la clé le brevet d'études du premier cycle en 1956 et le baccalauréat en 1959. Il eut comme condisciple remarquable, entre autres, le président Moustapha Niasse, ici présent, qui est resté son ami, malgré les vicissitudes de la vie politique, ce qui explique et justifie sa présence ici, aujourd'hui. Et aussi ce qui explique peut-être, sans doute, l'extraordinaire culture grecque et latine, qui m'a mâché la langue, comme on dit, qui
exude des moindres propos de l'ancien collaborateur du président Léopold Sédar Senghor. Les études supérieures démarrèrent aussitôt avec la propédeutique en 1959-60, le certificat d'études latines et le certificat d'études grecques en 1960-61, les certificats de grammaire et de philosophie et le certificat d'études littéraires en 61-62. On remarquera au passage que les études universitaires en lettres et sciences humaines étaient à l'époque beaucoup plus exigeantes et complètes que par la suite. En 1903, Madior Diouf mène des recherches sur l'intitulé La philosophie de l'abbé Mably, mon inculture qui est l'abbé Mably, c'est lui qui me le fait savoir, sur les relations de la morale et de la politique. Aïe, 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 morale et politique, deux termes antinomiques. J'en parlerai. Voilà qui explique peut-être que bien plus tard, Madior Diouf soit lui aussi tombé dans le chaudron de la politique et que, en homme pur et naïf, le mot naïf est apprenti ici au sens étymologique, n'est-ce pas? Eh bien, il est longtemps, avant les Burkinabés, choisi de brandir le balai citoyen. On ne l'a pas écouté, on ne l'a pas suivi, et c'est peut-être cela qui explique que notre pays soit si sale. En tout état de cause, quoi qu'il en soit, en cette même année, il passe brillamment la partie théorique du certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement secondaire, le CAPES, et est affecté comme professeur de lettres classiques, d'abord au lycée qu'il a eu comme élève, le lycée fédéral de Saint-Louis, et puis ensuite, 2 ans plus tard, il est muté, toujours comme professeur de lettres classiques, au lycée Malick Sy de Thiès. Il y séjournera une seule année, l'année scolaire 1965-66. Et je ne peux pas ne pas le souligner, il y a eu comme élève, entre autres, les professeurs Moustapha Souran, Babacar Kanté, Moussé Diagne, le philosophe de renom, et aussi, parmi d'autres, un certain Amadoulik, qui vient de prendre sa retraite comme professeur titulaire de lettres modernes, option littéraire africaine. En 1966-71, M. Madior Diouf est professeur formateur en français à l'École normale supérieure de Dakar. Puis de 1971 à 2005, il accomplit au département de lettres modernes de la faculté des lettres et sciences humaines le cursus de l'enseignant du supérieur, assistant, maître assistant, chargé d'enseignement, maître de conférence. Et en 1972-73, il compta parmi ses étudiants de 2e année et de licence, un étudiant du département de lettres classiques, lui aussi, un certain Amouli toujours, qui en 1978 fut recruté comme assistant de littérature africaine, toujours sur ses. Il aurait fallu préciser qu'en 1974, Madior Diouf a soutenu devant la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université de Dakar une thèse de doctorat de 3e cycle sur le sujet Le monde noir colonial dans l'œuvre d'André Demaison, de l'exotisme colonial au destin de l'Afrique. Thèse que la faculté lui réclame depuis longtemps, depuis quelques années, pour la publier et la mettre à la disposition des chercheurs d'ici et d'ailleurs. Et en 1992, Madior Diouf a soutenu une thèse de doctorat d'État ès lettres qui a fait date devant la même faculté de lettres et de l'Université de Dakar, intitulée « Les formes du roman africain de langue française de 1900 à 1976 », thèse à publier absolument Dr Abdoulaye Diallo pour le plus grand profit des études littéraires. Madior Diouf est l'auteur de nombreux articles très fouillés parus dans les annales de la faculté de lettres de l'UQAD, dans les pages Arts et Lettres du quotidien national Le Soleil et dans d'autres organes. Il est l'auteur d'une étude Comprendre le mandat et Wéhi-Cosaan d'Ousmane Sembène en 1985 et d'une étude aussi Comprendre Nini Mulatrice du Sénégal d'Abdoulaye Sadji en 1995. Voilà tout, ou presque tout, car il n'a été rien dit du leader syndicaliste, le dirigeant du Sud-Est en particulier, du leader politique
deuxième successeur de Cheikh Anta Diop à la tête du RND, du député de 1993 à 1998 et de 1998 à 2006, président de la commission culture et communication, puis de la commission santé. Depuis 2013, Madior Diouf est membre du Conseil économique, social et environnemental. Sans doute faut-il souligner un fait singulier. Nombre de ses collègues à la faculté des lettres, ceux qui furent de ses étudiants, m'ont dit n'avoir jamais su que Madior Diouf était un leader syndical puis un leader politique, car jamais dans ses cours il n'a dit une phrase, un mot qui put renseigner sur sa vie civique personnelle. Cette fois-ci, tout a été dit. Du moins, du Madior Diouf que révèle son CV. Mais je vais, dans une deuxième partie, vous parler de l'autre Madior Diouf, moins connu, encore que je ne parlerai ni de ses parents, ni de ses enfants, et pourtant je pourrais en dire quelques mots. Eh bien, il faut remonter à l'an de grâce 65-66, comme je l'ai dit, il y a 54 ans. Madior Diouf était professeur de français, latin et grec au lycée Malick Sy de Thiès, flambant neuf alors, ouvert cette année-là à partir de la classe de 4e, les 6e et 5e restant dans les locaux du collège moderne de Thiès au quartier Escale en face de la poste. Parmi les classes qu'il tenait, il y avait donc la 4e classique et parmi les élèves de cette classe, je vous l'ai déjà dit, en 4e A1, français, latin, grec, il y avait donc un certain Amadou Ly. Eh bien, un matin de l'an de grâce 1966, écoutez bien, messieurs, dames, le vieil appariteur du bâtiment des 4e et 3e vint frapper à la porte de la 4e classique, 4e A1, A2, au rez-de-chaussée, juste à côté de l'escalier de droite, pour celui qui fait face au bâtiment. Il dit quelques phrases au professeur, Madior Diouf, qui était là, qui lui dit merci et le renvoya. Le professeur acheva son cours et partit. Ses élèves, avec qui il venait de suivre Jules César dans son expédition en Gaule, ou peut-être avec qui il avait regardé, n'est-ce pas, il avait regardé un arbaletier prendre son position, perdre ses illusions de manger du pigeon à cause d'une fourmi reconnaissante. Et c'est l'élève appris qu'on venait d'informer le professeur Madior Diouf du décès de sa mère, tout là-bas dans le Sine. À l'époque, quand un prof était absent, ses élèves avaient propension à aller dans la brousse à Loukagne, chercher des gigipes tout simplement pour l'aventure. De ce fait, le lendemain de ce jour-là, les lycéens de cette classe de 4e, après le premier cours, se sont éveillés dans la nature et sont rentrés chez eux. Et quand ils sont revenus le surlendemain, après les premiers cours, le professeur en question, Madior Diouf, donc le professeur en question était à la porte de la salle qui attendait. Au départ de son collègue, il entra en classe avant que les élèves aient eu le temps de dire ouf. Il prit bien quelques 10 minutes pour chapitrer ses enfants, leur reprochant leur absence de la veille, leur manque de sérieux et la nécessité pour eux, s'ils voulaient mener des études secondaires et supérieures concluantes, d'être assidus, travailleurs et exigeants avec eux-mêmes. Vous avez sûrement compris donc que ce jeune professeur frais émolu de l'université, âgé de quelques 27 ans seulement, qui avait pu en un jour, n'est-ce pas, achever son cours, se rendre dans le lointain village, dans le Sine, sans voiture personnelle, par les cars de l'époque, ensuite enterrer sa mère et se présenter dès le lendemain matin à son lieu de travail. Eh bien, c'était donc là Madior Diouf, et parmi ces schnappants d'élèves enclins à faire l'école buissonnière,
il y avait toujours un certain Amadou. Et voilà pourquoi ce garçon-là est l'étudiant qu'il devint, initié à la littérature africaine par le même Major Diouf, devenu à force de travail un enseignant au département de littérature africaine de l'Université de Dakar. Et cet étudiant devenu un collègue du professeur Major Diouf dans la même spécialité, eh bien, n'a jamais pu, quoi que ce dernier ait pu faire ou ne pas faire, n'a jamais pu le juger et parler de lui en mal, ni même avec objectivité. Mon regard sur Major Diouf est résolument respectueux, admiratif, filial et ou fraternel, celui de l'élève sur le maître. Ce qui n'empêche pas qu'à l'occasion, je me permette, sans exagérer, à pratiquer le fameux massir, comme disent les Sérères, le dent de la bouche, comme nous disons nous, appelons-nous le cousinage à présenter. Il faut d'ailleurs souligner que Major, à l'époque où il était le secrétaire général du RND, alors unitaire, après le professeur Cheikh Anta Diop et le professeur Elimane Diop Fall, a toujours su faire la séparation, je l'ai dit, entre ses enseignements et ses activités politiques. Ainsi, un jour, un de nos collègues me dit, sa surprise, il n'avait jamais su que Major Diouf faisait de la politique et venait d'en être simplement informé à la suite de dissensions apparues dans le RND et de la scission subséquente. De même, Major Diouf a été le secrétaire général du Sud-Est au moment où celui-ci était l'unique syndicat non, n'est-ce pas, oui, syndicat, non, oui, tout à fait, non participationniste, je voulais dire, et responsable s'entend, de tous les ordres d'enseignement public. Il a su, dans ce contexte difficile, où les étudiants de la faculté des lettres de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, n'est-ce pas? Non. Il a su, dans ce contexte difficile, n'est-ce pas, tenir sa place, tenir son rang et ne jamais mélanger les genres. À l'entrée de la faculté des lettres de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le génie et le sens de la métaphore d'un de nos doyens a fait placer en vis-à-vis deux sculptures représentant deux étudiants assis. L'un tenant un récipient plein d'un élément dont il porte une poignée à sa bouche, hein, je l'ai baptisé Gor, le Sérère. L'autre, que j'ai appelé Hamadi, n'est-ce pas, tenant son menton par sa main et semble réfléchir au monde, penser à la vie et au moyen d'en résoudre les difficultés. Si l'auteur du livre dont il est question aujourd'hui était un Sérère autre que Major, j'aurais souligné avec force que mon Gor a produit un ouvrage et naturellement, n'est-ce pas, un ouvrage le commerce par la question vitale pour le Sérère, n'est-ce pas, Daga, le nom de Daga. Je parlerai donc de l'habitat Sérère, Sinila, vous diriez du Sinsin, qui est le Daga, cette partie où est gardée la récolte des céréales et des légumineuses en dehors de ce que Senghor appelait dans un de ses poèmes nocturnes le village des greniers. Mais ce livre est du professeur Major Diouf et je m'abstiendrai donc de tout persiflage, non pas que je n'en ai pas le droit, mon statut de poulard me pour les droits, mais simplement par respect dû au maître formateur dans nos cultures négro-africaines, cela le sauve donc de mes sarcasmes et autres. Il y a aussi et surtout que cet homme, dont l'attitude hiératique lui a valu le sobriquet de Moursine, dont notre collègue Sylvia Ba, parfois Ferdinand Diarra et moi-même, usions entre nous pour parler de lui à son insu. Attitude toute, n'est-ce pas, empreinte de noblesse, de mesure, de retenue, d'équanimité et de dignité. En toutes circonstances, de traitement à la britannique, pour parler comme aurait dit Ousmane Sène.
Eh bien, dans les partis politiques, parmi les partis politiques plus ou moins clandestins ou faisant face au tout-puissant parti et à ses démembrements, on a réprimé tout mouvement de récrimination ou de revendication. Ce fut avec mesure et fermeté, avec courage et sérénité que Madior fit face aux exactions des forces de l'ordre. Je dois à la vérité de dire que, présent à toutes les manifestations où la police a usé de lacrymogènes et de livres, je n'ai jamais vu le secrétaire général du Sud-Est prendre ses jambes à son cou, ni même hâter le pas. Je vais avoir fini, Monsieur le Président. Madior Sémou Diouf, ce fut d'abord un de ses enseignants, frais de l'université, jeune et plein de cet enthousiasme pour l'action qui libère. Eh bien, ils ont, au milieu des années 1960, commencé d'investir les lycées et collèges du pays, initiant cette sénégalisation du corps enseignant dans le secondaire et quelques décennies plus tard de l'enseignement supérieur, dans l'enseignement supérieur et la recherche. À Thiès, nous eûmes droit à nos mousquetaires qui, en l'occurrence, étaient Ousmane Oumar Kane, Cheikh Aliou Ndaw, Cheikh Tidiane Ndiaye, Aliou Ndiaye, Mbaye Dièye, Cheikh Fadel Dia et donc Madior Diouf. C'est en chacun, dans sa discipline, selon la formule de leur aîné exemple, Cheikh Anta Diop, armé de sciences jusqu'au temps et imbu de déontologie et d'éthique, qu'ils avaient foi en l'avenir et croyaient dur comme fer que seul le travail constant et bien fait développerait le pays et leur continent. Ils n'ont pas tout à fait réussi sans que ce soit leur faute, mais un regard sur nos hauts cadres administratifs et techniques actuels suffisent à montrer l'excellent travail de leur enseignement. L'engagement de Madior s'est exacerbé, quoique dans la tempérance et la discrétion, du point de vue de l'enseignement au département de l'ère moderne, non seulement dans ses cours de littérature africaine, discipline alors naissante, du reste incontestable et tourné en dérision, du reste contesté et tourné en dérision par quelques coopérants français, n'est-ce pas, Chauvin et Optu, où j'étais moi-même présent et où on aurait entendu une mouche voler, mais encore en dehors de l'université, dans les 7 régions du pays. En effet, Madior Diouf a, des années et des années durant, parcouru sans désemparer routes et pistes pour aller dans nombre de villes, de bourgades et de villages, expliquer à des enseignants et enseignantes candidats au CAP ou au CAPES les subtilités de leur programme d'examen, expliquer une œuvre littéraire ou rédiger une bonne dissertation de culture générale. Cela a fait des milliers de kilomètres et au moins une de ces voitures personnelles, la fameuse Simca 1000 ou 1100 de couleur jaune des années 80, à travers laquelle Cheikh Aliou Ndaw, semble-t-il, se moque gentiment de l'impétuosité des enseignants du supérieur dans les années 70-80, eh bien cette voiture a rendu l'âme un jour, sans crier gare, s'étant épuisée à mort sur piste sablonneuse et rang-rang ou tôle ondulée. Accessoirement, Madior Diouf a fait office d'inspecteur général de l'enseignement secondaire et a donc de ce fait, par ses évaluations bienveillantes, c'est-à-dire qui veulent du bien aux évalués, et donc sans complaisance, mais juste, eh bien, il a aidé nombre de professeurs du secondaire à améliorer leurs prestations et souvent à monter en grade. Quant aux engagements syndicaux, politiques, il suffit de mentionner qu'après des années de militantisme dans les historiques syndicats et fédérations syndicales de nos années de braise pour les anti-systèmes de l'époque, qui ne se commettaient pas avec la participation responsable en vigueur en ce temps-là, eh bien, Madior Diouf y a obtenu son bâton de maréchal en étant porté au très
prestigieux poste de secrétaire général du puissant Sud-Est. Alors, je vais finir, président, 2 minutes. Alors vraiment, syndicat alors vraiment unique de la maternelle à l'université, on est celui très proche du pouvoir, bien moins nationalisé. Quant au versant politique de ce même engagement, il se fit au RND aux côtés de son aîné, son ami et modèle, le professeur Cheikh Anta Diop. On sait qu'il fut le 3e secrétaire général de ce parti, je le dis, et il est encore à la tête de l'une des 2 factions issues d'une regrettable décision. Voilà Major, voilà tout Major, je veux dire du Major public. Car il y a encore certains aspects de cette figure de proté, de ce maître Jacques de l'instruction et de la culture. Sur lesquels il aurait été possible d'insister, comme c'était dans le cycle d'État, lesquels ont éclairé beaucoup de chercheurs en littérature coloniale africaine, ou ces articles de fond, à l'instar de ce parcours de la littérature sénégalaise paru en 1985 dans la revue Notre Librairie, sans compter la véritable expédition de 1987 pour aller batailler contre un début de balkanisation de la littérature africaine avec le processus de mise en place des littératures nationales. Ce fut aux côtés du regretté professeur Mohamed Khan, accompagné de vos serviteurs, alors petit maître assistant de littérature africaine. Mais il faut bien dire quelques mots du Major Diouf privé. Non, je ne l'oublierai pas. Voilà, je vais peut-être conclure. Je conclue. Il m'a été rapporté qu'il est arrivé qu'on lui ait demandé où était la maison du Major Diouf au village. Le visiteur n'ayant pas reconnu celui qu'il venait voir dans ce paysan maniant l'hilaire avec dextérité et vêtu d'un tchaï court, je ne sais pas comment on l'appelle, et coiffé d'un tengade des paysans travaillant sous le chaud soleil d'hivernage. Et puis, il y a le barbe de ses enfants, Léla, Ousmane, Sémou, Sedlé, Béla et autres, et mes oreilles, les aimants et dévoués de la très regrettée Diouma Faye, la patiente Pénélope qui attendait longtemps son Ulysse d'époux, que ses enfants ont peu vu à des heures normales de la journée et parfois de la soirée. Voilà, mesdames, messieurs, qui est Major Diouf, c'est un discours profond, muni de cette riche et millénaire culture derrière, dont il nous livre ici quelques riches aspects dans ce très instructif ouvrage, mais qui, comme l'autre, c'est aussi désaltéré aux sources grecques et latines. Cet enracinement hors pair, cet enseignant hors pair, ce syndicaliste efficace, quoique ne disant jamais un mot plus haut que l'autre, ce leader politique qui, à l'Assemblée nationale où il siège comme au Conseil économique, social et environnemental, où il siège aussi, fit généreusement et fait encore tout autant profiter le pays de son expérience. Je vous épargne le reste, je termine par une formule simplement. Vous la connaissez? Fanangoro, Ro Adep, Lokolu.
Merci, professeur Amadouli, pour ce portrait très complet. Il en reste encore, croyez-moi. Merci. Il serait intéressant que ce texte soit saisi sur un ordinateur et qu'il soit mis à la disposition du public, de la famille et des amis. Je vous en fais la demande au nom de l'assistance. La parole maintenant va être donnée pour la présentation de l'ouvrage lui-même par le professeur Ahmad Faye. J'avais fait un choix bicoter les dons au début, pour parler maintenant et parler à la fin. Alors je leur mets maintenant monocoter les dons. Donc ce sera une seule et même adresse à la fin pour clôturer les interventions avant que l'on passe à la phase des dédicaces. Donc le professeur Faye, je lui donne maintenant Ahmad Faye, vous donne la parole pour présenter l'ouvrage. Ensuite, ce sera le mot de l'auteur. Tout le monde attend. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je remercie beaucoup l'oncle Major. Doko Major. Je remercie toute l'assistance. L'originalité de l'ouvrage du professeur Major tient au fait que sa matière est portée par un symbole fort, une métaphore féconde qui désigne son auteur comme un sage. C'est-à-dire, par définition, celui qui a pris de l'avance sur vous et qui vous fait profiter d'une expérience derrière laquelle sa sensibilité se cache. Celui qui donne à chacun le privilège de participer. L'auteur de Daga peut, à bon droit, s'en prévaloir, car l'immense sagesse dispensée dans les limites étroites de son ouvrage n'est pas comparable à une marchandise. Elle est le fruit d'un rêve, d'une chance, la manifestation discrète d'une merveilleuse bienveillance. Dans Daga, Major s'est dévêtu de sa toge d'universitaire pour être un porteur de mots, un noble porteur de fagots. Donc, comme il dit lui-même, chacun porte une lumière sur la société sérère concernant un sujet précis. L'image est sublime. Elle dévoile à l'insu de l'auteur ce qui fait de lui un intellectuel accompli. Son érudition, son attachement à la terre où son âme est faite, sa sensibilité. Habité par une réelle liberté de pensée et par la rage du dire, Major a engagé toute son énergie pour la réalisation de ce magnifique ouvrage qui dit comment le Sérère s'est évertué tout au long de son histoire à habiter la vie et à faire triompher ses idéaux. On y découvre les différents contextes où l'habitation est mise sur scène et l'objectivité du territoire réaffirmée. Notamment, lorsque, pour reprendre Senghor, le soleil triomphe à l'entrée de l'hivernage, que les pays sont blancs et les sables illimités. Lorsque, comme il dit toujours, le Dieu au troupeau de nuages fait tomber la goutte d'eau première. Lorsque aussi, face à la rugueuse réalité du présent, la violence politique s'énonce par l'annonce d'une possible révélation de puissance. L'auteur a beaucoup interrogé la mémoire, comme il s'est suffisamment inspiré de la réalité pour arriver à visualiser l'expérience culturelle, la spiritualité sérère à l'échelle du temps.
avec ses franchissements de seuil, ses rencontres et ses efforts d'adaptation. C'est donc sa passion du terroir, de son histoire, de sa géographie, de ses traditions qui détermine les multiples horizons de son ouvrage. C'est cette passion-là qui ouvre les différentes portes d'accès à l'essence de la culture sérère. Accès au lieu des jeux de l'enfance de la culture, au temps où la terre du Sine était encore vierge de vie politique. Accès au huis clos des huttes sacrées et des enclos initiatiques, où la connaissance des origines et des valeurs absolues était transmise. Accès aux arènes des champs de mines, où le labeur était un index de qualification sociale. Accès aux champs de bataille, où l'héroïsme a triomphé lorsque, à partir du XIVe siècle, le pays est réveillé par la présence mandingue. Accès à la toponymie, accès à l'anthroponymie, à la nomination qui lance sur les traces des expériences vécues sur le sol. Autant d'espace et de contexte, de moments d'action et de parole, de temps et de durée que Madior arrache au souvenir de l'enfance. Car, comme on le sait, même le sage ne peut échapper à son enfance. C'est cette part de lui-même qu'il nous livre dans Daga. C'est de celle-ci dont nous sommes débiteurs. L'esprit de l'ouvrage, comme on le voit, est dicté par le souci de transmettre une mémoire, d'éclairer une route et de guider vers un futur. Madior y apparaît dès lors comme un auteur que rien n'a pu tenir à l'écart de sa culture. Un auteur, pourrait-on dire, qui n'arrive pas à habiter ailleurs. Il a secoué toutes les couches de la mémoire, car immense est son désir de sauvegarder sans rien chercher à marginaliser. Ainsi apparaissent, dans le filigrane de l'histoire, de la société et de sa diversité produite, l'espace et ses potentialités naturelles, ses réalités socioculturelles, ses aptitudes et ses capacités techniques, ses héritages et ses influences. On y découvre toutes les expériences qui ont fait du monde sérère le lieu d'une culture partagée, celui d'une identité métisse. Dans son ouvrage, en effet, Madior est un fin connaisseur de l'histoire. La société sérère que Daga reproduit est d'abord celle du premier âge du pouvoir politique. Elle se présente comme un patchwork de clans, de lignages et de classes sociales, portant en eux la culture telle qu'était jouée avec ses parures et ses emblèmes. La terre, la femme, la famille et la parenté, l'activité productrice, l'activité rituelle, l'éducation, les institutions. La royauté galloise y est ensuite largement évoquée, c'est-à-dire l'entrée intelligente des Mandingues et ce qu'elle a laissé comme empreinte. Un panorama de règne à durée variable, des personnages et des noms illustres, des dates et des lieux d'action mémorables, des espaces aménagés et ménagés, mais aussi des modes de représentation, de ritualisation, voire d'altération de la violence politique et sociale. Tout ce qui fit Amadou, tout ce qui fit du Sine, mon royaume héroïque, mais peu belliqueux. En restituant cet univers fait de temporalités multiples,
et brouillant de visage, de faits, de paroles et de silence, avec la sérénité qu'on lui connaît, cette disposition naturelle de l'homme impassible, que ni le temps, ni les événements de la vie ne sont venus démentir, Madior a assumé à la fois un rôle et une fonction essentielle. Il est un passeur de mémoire. L'auteur ne doute pourtant pas que son rêve du vieux pays sérère que les générations futures aimeront sans doute est aussi l'œuvre du génie d'une culture disparue. Daga est un merveilleux désordre de paroles, un symptomatique désordre de fagots, dont le feu illumine la beauté moribonde du signe des traditions. Un monde qui n'a jamais cessé de bouger pourtant, de marcher, d'échanger et de tendre vers d'autres pistes de vie. Au moment où il le nomme, avec des mots tirés de l'humus, il le sent en train de rendre là, ce signe-là. Mais l'agonie d'un monde n'épuise pas sa réalité. Il est possible de lui inventer un avenir. Voilà pourquoi Madior en appelle à la mobilisation des énergies en vue de vivre avec lui une autre expérience du temps, une promesse d'action créatrice, gage d'un présent qui rassure sur la possibilité d'un avenir. Voilà pourquoi aussi son ouvrage a la beauté d'un songe. Les différentes propositions de projets déposées dans l'ouvrage orientent vers un autre possible, vers une prospective. Il s'agit de rêves d'initiative, d'initiation et de réalisation. Réalisation de plots de production, aménagement de canaux de récupération de l'eau douce, revitalisation de torrents et de voies d'eau asséchées, etc. En somme, des fagots de nouvelle génération, pourrait-on dire, jetés dans le daga des nouvelles structures décentralisées. Une manière de convaincre que le signe est toujours là, disponible. Et par-delà ce terroir, le Sénégal tout entier, une terre en attente d'impulsion et d'efforts créateurs. Un terreau attendant que tombent des semences nouvelles pour que, au-dessus des toits des cases et dans le ciel, luisent les étoiles d'un avenir neuf. Toko Madior, Djega Djokomis. Nous remercions le professeur Ahmad Faye pour cette belle présentation de l'ouvrage. Certains d'entre nous ont déjà découvert quant à son contenu, mais comment on découvrir tout à l'heure quand il sera mis en vente et mis à la disposition des personnes présentes et demain. Aussi de nombreux Sénégalais et même voire d'Africains. Le moment est venu maintenant d'entendre l'auteur, le professeur Madior. Merci beaucoup, cher ami, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Merci surtout d'avoir évoqué nos jeunes années, les années où l'étudiant, comme tout étudiant qui se respecte,
avait des problèmes entre le campus social, le campus pédagogique et les espaces d'évasion dans Dakar et son Rufisque de banlieue. C'est des années qui montrent que nous, étudiants, on avait beaucoup plus de chance que les étudiants d'aujourd'hui. Les étudiants d'aujourd'hui qui se respectent, c'est plutôt un fauché. L'État, malgré d'incontestables efforts, est moins généreux que de notre temps. Un étudiant, une chambre, il y en a qui aujourd'hui rêvent peut-être de cela. Nous, c'était l'entrée naturelle. L'État, la République était beaucoup plus généreux, les deux, pour nous. J'ai également aimé l'évocation que vous avez faite, Amadouli et Ousmane Sen, Ahmed Faye ayant analysé en profondeur avec beaucoup de bonheur, à mon avis, pour faire comprendre le caractère décousu peut-être, pas une narration continue. Mais ce sont des fagots qui permettent de dresser un univers et de le faire connaître. Nous avons vécu, mon ami et moi, des études secondaires de bonheur. Bien que, à cette époque-là, étudier dans les lettres classiques était d'une notoriété qui faisait désigner du doigt des étudiants, des élèves, plus tard des étudiants. L'évocation de mes premières années d'études par Amadouli a fait une incursion dans le monde rural et dans la manière dont j'ai vécu la perte de ma mère. Il s'agit d'une période où j'avais déjà commencé ma vie professionnelle. C'était très important pour cette période-là. Après les études universitaires et le métier d'enseignant, de montrer un exemple de vie où l'enseignant prenait au sérieux son métier, son rapport à ses collègues, prenait au sérieux aussi la vie de notre pays qui comptait beaucoup sur les études et sur l'émancipation qui était un thème particulièrement important pour nous, l'émancipation de notre pays, puisque nous sommes au début de la première décennie de l'indépendance. Voilà pourquoi, par conséquent, travailler pour les jeunes était beaucoup plus important en enseignant
que pleurer les morts. Surtout quelqu'un qui appartient à une société que l'évocation faite par Ahmad Faye tout à l'heure permet de connaître, c'est-à-dire une société des vivants et des morts où chacun a son devoir, les vivants et les morts. Voilà ce qui explique le chapitre sur deux catégories d'hommes de caste que les gens tenaient avec beaucoup de fierté. Le griot et le samer, deux catégories de griot et le samer. Voilà des catégories d'hommes de caste qui montrent comment a été structurée la société, comment les connaissances que nous avions de l'au-delà avant d'y aller étaient inculquées aux jeunes gens de manière qu'ils sachent et comprennent que la grand-mère affectueuse qui sait qu'elle va partir demain ou après-demain passe par les samelles, fasse des recommandations et contribue ainsi à ce que la famille continue en profitant des conseils qu'elle n'avait jamais cessé de leur prodiguer et par conséquent tout à fait tranquille. La lecture complétera le reste sur ce point-là. Sur l'itinéraire qui concerne la formation de métier et surtout à partir de l'université, c'est Amadou Mokhtar Mbow. Dans la première décennie de l'indépendance, il était ministre de l'Éducation nationale, mais à l'époque, ils avaient tout, du préscolaire à l'université. Il avait beaucoup de problèmes et c'est pourquoi c'est lui qui conçut comment former de telle façon que l'université, et comprenait alors l'école normale supérieure aussi, puisse former des enseignants pour elles-mêmes, mais également pour les niveaux en dessous, c'est-à-dire les lycées et collèges. Et les lycées et collèges de l'époque, c'était des établissements qu'Amadou Mokhtar Mbow connaissait bien. Il a été directeur général de l'UNESCO. Il connaissait les problèmes de l'enseignement dans le monde, surtout en Afrique, et puis le Sénégal. Et c'est grâce à lui que nous avons bénéficié. Nous avons bénéficié du programme des écoles normales supérieures d'Afrique. Ça veut dire que ceux qui gouvernent avaient bien saisi le problème de l'éducation et su qu'il fallait trouver quelque chose pour répondre à une demande extrêmement forte qui est la demande en éducation qui concernait tous les niveaux, particulièrement
l'enseignement élémentaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Mais comment répondre à tout cela en même temps? Bien, Mbo a contribué à la conception par l'UNESCO des écoles normales supérieures d'Afrique et de Madagascar. C'est-à-dire, il fallait regarder fonctionner l'école primaire, en prélever les plus anciens, les mieux formés, les situer à l'école normale supérieure, approfondir leur formation secondaire et introduire du supérieur, de sorte qu'ils deviennent des enseignants particulièrement compétents pour retourner au niveau des collèges, enseigner, alors que la demande était particulièrement forte. J'évoquais tout à l'heure avec le professeur Ousmane Sen les tâches qui étaient ceux de ces instituteurs-là, qu'on appelait professeurs de collège. Eh bien, ils avaient à résoudre des problèmes importants, mais le patriotisme n'était pas en vain mot pour eux. Et donc, au bout de leur formation, on les affectait. Un chef d'État africain disait, les enfants ne savent pas nager, je les jette à l'eau. Et effectivement, c'est ce que Mbo fit, suivi en cela, évidemment, par Léopold Sédar Senghor. Il n'avait pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre ce que Mbo voulait faire. Et voilà ce qui permis que nous ayons eu à former des professeurs de collège à l'école normale supérieure. Je disais à mes collègues dernièrement, lors d'une cérémonie de fin d'année, qu'au fond, on n'avait pas tellement besoin de changer le nom. La pédagogie a ses palmes. Et par conséquent, ces palmes qu'on acquérait par la formation à l'école normale supérieure sont aussi importantes que conquérir la licence, conquérir un doctorat et servir le pays au niveau des lycées et collèges. On n'avait pas besoin d'appeler l'école normale supérieure une faculté. Parce que ce qu'on y faisait avant, c'était véritablement un niveau de formation particulièrement honorable pour les formateurs, tout comme par ceux que l'on formait qui venaient d'une expérience particulièrement intéressante, l'expérience d'instituteur, pour devenir très rapidement des professeurs de collège. Plus tard, ils écoutèrent véritablement mes conseils. Plus tard, ils travaillèrent à conquérir. Donc je fis d'ailleurs par la suite des thèses et doctorats montrant le fruit de ces thèses-là et devenir docteur des lettres, d'autres docteurs également. Je disais à plusieurs reprises le texte
de mon oncle. Il était dans ces derniers jours dans les services de l'administration, à la justice. Et il a écrit pourquoi je ne lirai pas? Il faudra le savoir quand je suis fatigué, j'ai la mémoire. Et la bataille de Somme a été très bellement racontée dans Chronique du Royaume du Sine. En Chronique du Royaume du Sine, les historiens. Ouais, non, pas du Chronique du Royaume du Sine, non, pas du il s'est beaucoup informé, et les historiens, comment se composait l'armée dans le passé, l'armée du Sine. En majorité les Kédos. Les Kédos, vous verrez, dans les classes sociales. Et cette armée-là s'est battue du matin jusqu'à l'heure de Tisbar. C'était la formule de l'Adior. Il était là-bas. Hein. Al-Bouri était là-bas. Et comme c'était de grands chefs de guerre, tout autant que des rois, quand ils sont battus jusqu'à l'heure de Tisba, Lat-Dior et Al-Bouri sont allés voir Maba. Ils lui ont dit, nous nous battons depuis ce matin. Et jusqu'à présent, nous n'entendons pas le son des djinjous, des tam-tams du roi. Ils ne battent pas n'importe quand. En énumérant, termine par les djinjous. Il n'avait pas retenti, donc, au fond, c'est le Sine qui a battu Maba. Koumba Ndoffène est arrivé au moment où les choses étaient conclues. Son neveu avait tout fait. Il se battait, son griot derrière lui, jusqu'au matin. Le reste du Sine est arrivé. Et ils se sont battus jusqu'à ce que ces grands guerriers, ces grands chefs de guerre que sont Lat-Dior et Al-Bouri, se sont aperçus de la situation. Ils sont allés voir Maba, ils lui ont dit, nous nous battons depuis ce matin, et ils n'ont pas entendu le son des djinjous. Ça veut dire que l'essentiel des forces du roi du Sine ne sont pas encore debout. Ah, ils en ont tiré les conclusions. Ils ont dit l'essentiel. Le reste n'était pas à dire. Maba leur a dit, un dényanké ne fait pas de retour en arrière. Ils ne pouvaient pas. Donc, revenir derrière. Ils l'ont laissé là-bas, s'occuper de leur avenir, et Maba a continué de se battre, et quand ceux que ces gens-là craignaient sont arrivés, Koumba Ndoffène a trouvé que
Maba était déjà mort. Son neveu aussi était déjà mort. Voilà pour la guerre pendant cette période-là. Le texte énumère, mais c'est le texte de Niang Bayouf. C'est dans des circonstances comme ça que je propose de dire Niang Bayouf, un frère de mon père, Bayouf. Alors, Niang Bayouf a écrit ce texte-là, et c'est un texte vraiment qui peut profiter aux jeunes, particulièrement. Le monde sérère, c'est le monde de la production agricole également. Ceux qui aidaient les sérères, c'était les Khoy. Les Khoy, c'était des rassemblements annuels pendant lesquels les saltilles, dont le savoir devait servir le pays, disaient comment ils voyaient l'hivernage, faisaient des recommandations, et après les recommandations, tout le monde rentrait rendre compte à son village ou à son groupe de village. Les Khoy, c'était comme cela. Bon, quand il s'agissait de préparer une guerre également, comme préparer la Fadan Tchoutou, il y avait un Khoy. Donc il y avait un Khoy pour préparer l'hivernage, pour la production. Il y avait des Khoy également pour préparer comment on va régler le problème de sécurité qui se pose devant nous quand il y avait des guerres. C'était un peuple particulièrement pacifique. Ils n'ont fait que des guerres de défense. Des guerres de défense. Jamais pour être attaqué. Même les djihadistes de Sénégambie, comme Maba, sont nés là-bas et ont attaqué souvent, le monde sérère se défendait. Dans les Guidem, ils ont tué les talibés, brûlé les Alois, tout cela. Vous voyez, notre histoire, c'est pas tellement agréable dans la communauté souvent. Si tout le monde est parent, il faut dire ça. Il faut dire ce qu'il faut dire. Il faut dire ce qu'il faut dire et tout le monde est parent. Tout le monde est parent. Ceux qui étaient restés là, le maire de Fatick. Le maire de Fatick. C'est un Simala. C'est un Sérère Simala. Donc, c'est-à-dire que ceux que l'assimilation, que Maïssa Walidion avait réussi, ils sont là-dedans actuellement. Avant lui, il y avait un maire qui est maintenant président de la République. Les parents sont là-bas, ils ont enterré son père là-bas, tout comme le gouverneur Samou a enterré des enfants là-bas aussi. C'est une terre d'assimilation de ceux qui arrivent. Tout le monde est parent, on vient avec son accent plus ou moins remarquable, on finit par être le locuteur du sérère, le plus sérère que les autres. Voilà, en somme, ce que Dieu a permis au monde sérère de réussir une assimilation extrêmement forte jusqu'à présent. Ce sont tous des sérères. Hein. Si vous leur dites tu es de couleur, ils peuvent se fâcher. Le maire, je vous le dis, aussi malade vous. Matarba. Aussi malade. Donc, il est aussi sérère que Pakistan, aussi sérère que Maghreb, aussi sérère que... J'allais dire... Mais attention, les lits là-bas, ils parlent mieux sérère que moi.
Je voudrais remercier tout le monde avant que nous continuions et surtout remercier tout le monde de sa patience et indiquer que Daga, si Dieu nous prête de vie, est le premier d'une série d'autres réflexions. Une série d'autres réflexions. Si Dieu nous prête de vie. Ceci, toute la séance m'a permis surtout de revoir beaucoup d'amis, pas seulement Moustapha que je vois souvent. Dans l'intimité, c'est tout. Dans la proximité avec les grands de la République, je dis vous. On se rappelle cependant beaucoup de périodes de notre enfance, mais la République me l'a pris. Je ne vois pas quand je vous souvent. Parce que je sais comment organiser l'État, je sais comment y aller quand il y en a qui me disent il faut le voir pour moi, mon problème ceci, mon problème cela, etc. Alors, il faut beaucoup d'extérité pour échapper à ce qu'ils veulent. Et comme lui, il dit jamais non, je n'aurais pas dû le dire aujourd'hui. Non, évidemment, il faut satisfaire tous les Sénégalais, mais tous les Sénégalais le voient et le voient faire, et évidemment, les Sénégalais aussi font comme ils voudraient. Mesdames, Messieurs, vous avez été très patients, je vous remercie. Merci, professeur Major Diouf. Nous allons poursuivre donc le déroulement des séquences de cette rencontre. Je vais dire quelques mots et puis ensuite la parole sera donnée à notre fille Léla, ensuite à notre fille Selbé, et puis on ouvrira le débat pour que les personnes invitées ici présentes puissent aussi apporter leur contribution. En fait, la problématique fondamentale, c'est pourquoi écrire. Ce n'est pas le pourquoi explication, c'est le pourquoi raison. Trait d'union entre les deux. Écrire, témoigner est un devoir. C'est d'abord le devoir de mémoire, mais c'est aussi le devoir citoyen de dire ce que l'on a vu, ce que l'on a vécu, ce que l'on a pensé, ce à quoi on a participé. Et ça nous ramène évidemment à l'histoire. C'est dans un ouvrage du professeur Boubacar Bari ici présent que j'ai lu il y a peut-être 20 années, peut-être plus que 20 années. L'histoire de Dioura Soumbala, professeur Boubacar. C'est par vos écrits que j'ai appris l'histoire de Dioura Soumbala. 1853, 1857 là-bas dans le Boulou. Et pourtant, j'avais fini mes études universitaires, mais bon, je n'avais pas appris l'histoire. Mais j'avais appris l'histoire que tout le monde apprenait. Mais l'histoire de Dioura Soumbala m'a particulièrement intéressé. Et c'est sous la plume du professeur Boubacar. J'ai eu l'occasion de le lui dire le jour où il y a eu la cérémonie d'enterrement de son père, puisque j'y étais au cimetière d'ailleurs. Je lui ai dit, mais c'est formidable, tu m'as fait découvrir Dioura Soumbala. Mais je ne vais pas gloser sur cela. Sans doute dans le débat, on en parlera. Le devoir de témoigner nous incombe à chacun. Quand je vais acheter des livres chez mon neveu et ami, le docteur Abdoulaye Diallo, il me dit, mais tonton, mais on attend que tu écrives. J'ai dit, je suis en train d'écrire, mais je n'ai pas encore fini. C'est ce que je dis, je suis en train d'écrire Abdoulaye, mais je n'ai pas encore fini. Et j'écris plusieurs livres à la fois, ce qui est particulièrement difficile. Puisque j'ai vécu dans la politique, j'ai vécu dans la citoyenneté, j'ai vécu dans l'agriculture, je vis encore dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le secteur primaire. J'ai dit, c'est des cadeaux.
lorsque j'aurai fini 3 ou 4 de ces 5 canaux, eh bien, je publierai quelque chose en attendant que les 2 autres puissent également être publiés. Pourquoi écrire? Avant de répondre à cette question, il faut féliciter le professeur Major Diouf. Voilà un homme qui, dans toute sa vie, puisqu'on s'est connus à l'âge de 12 ans et nous sommes encore ensemble, on ne s'est jamais quitté. Major a toujours été un homme sérieux. Sérieux au-delà de ce qu'on peut imaginer, croyez-moi. Il est vrai qu'au Sénégal maintenant, dès qu'on dit du bien de son ami, on dit ça y est, il a le liti. C'est dommage. Mais ça, c'est une marque de déchéance de la société sénégalaise. Un homme libre n'a plus la liberté de dire du bien de son voisin, de son ami, de son frère, parce qu'on lui fait le liti. Autrement dit, on préfère que ce soit des diatribes, des philippiques, des attaques, de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, des paroles ou des phrases au vitriol et à l'arsenic. Oui, ça les gens apprécient. Et pourquoi? Parce que la société est en train de changer malheureusement. Je dis encore une fois, au président Major Diouf, sans faire de riti, parce que je n'en ai pas, est un homme qui a toujours fait preuve de sérieux, de foi en Dieu et de courage. Le professeur Ousmane Sène, dans son intervention, a utilisé le mot sage. Ils étaient deux. L'un est mort il y a 3 mois. C'était Diop Cheikh Socrate, qui a fait aussi avec nous de la 6e en 1952 jusqu'au mois de juin 1959, jusqu'au bac philosophique que nous avons obtenu le 8 juin 1956. Ils étaient deux. À 12 ans déjà, ils étaient des sages. Oui, ils étaient des sages. À 12 ans. Cheikh Diop, et à son âme, on l'appelait Socrate. Jusqu'à sa mort, il a gardé ce sobriquet de Socrate, qui était un honneur et une reconnaissance. Le Major, lui, c'est le sage, qu'on l'appelait déjà avec grand S. Et on l'imaginait toujours dans la statue de Rodin. Oui, avec ce bras comme ça, le penseur. On voyait en Major déjà la statue de Rodin. Je crois qu'il l'a gardé jusqu'à maintenant. N'est-ce pas les enfants? Il l'a gardé jusqu'à maintenant. Et si cet homme a décidé d'écrire, et il va écrire encore, je le sais, c'est pour témoigner. Cet ouvrage, c'est à la fois l'Odyssée et l'Iliade. L'Odyssée dans la description, comme Homère l'a fait 8 siècles avant Jésus-Christ, en rendant compte, à la suite de tout ce qu'il avait appris des conteurs qui étaient plus âgés que lui, les différentes séquences de la guerre de Troie qui s'étaient déroulées pendant 10 ans, 12 siècles avant Jésus-Christ. 12 siècles. Parce qu'entre la guerre de Troie et la naissance d'Homère, il y a eu 400 ans. Donc il n'a pas vécu la guerre de Troie. Il a décrit le voyage d'Ulysse depuis Troie détruite jusqu'à son île d'Ithaque. Et cela a pris 10 ans. Et la guerre de Troie elle-même, elle a duré 10 ans. Et on trouve l'Iliade aussi dans l'ouvrage de Major, dans Daga, précisément quand il produit le document de son oncle sur la guerre de Somme. Maba est mort effectivement le 9 juillet 1867, vers 12h30, 13h, d'après les estimations qui ont été faites par les historiens et par quelques guerriers qui avaient participé à cette guerre et qui avaient survécu. Mais attention, le 12 avril 1848 déjà, au cœur du Saloum, dans un village qui est à côté de Nioro, après-midi de Sabah, Cheikh Omar Fouti, qui le voyait pour la première fois, lui avait prédit qu'il allait perdre la vie dans une bataille qui mènerait contre des croyants. Ça nous ramène à ce qu'il lui avait dit pour faire 12 avril 1848, 9 juillet 1867, 12 février 1864. Pour la dernière fois, on a vu Maba Diakhou à Dieguembéré quand il est entré dans les falaises, là, à l'intérieur, dans les grottes des falaises
On dit Bandiagara, mais ce n'est pas Bandiagara, c'est Djéguéméré. C'est pas loin, mais ce n'est pas exactement la même chose. Regardez un peu 1848, 1867. Celui qui avait fait la prédiction était mort 5 ans auparavant. Il y a quand même une linéarité dans le destin, si on revient évidemment à la foi. Écrire, c'est témoigner, Major. Et quand tu m'as parlé de ce projet d'ouvrage et que tu l'as réalisé, et quand tu es venu me rendre visite à la maison amicalement et que nous cherchions comment organiser cette cérémonie, c'est alors qu'Ousmane a appelé. Comme s'il avait une vision extraordinaire, en 2 mots, avec trait d'union, pour savoir que Major et moi, nous étions en train de nous occuper de ceci. Comme il l'a lui-même relaté. Et c'est tant mieux, c'est les saltigués. Je veux dire et redire, affirmer et réaffirmer que cet ouvrage invite la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine à continuer de cultiver la volonté de réussir. Réussir, ce n'est pas totalement ni extraordinairement de succès. Réussir, c'est accomplir un devoir et laisser la bonne graine en la semant dans la terre fertile pour que cette graine germe et devienne un arbre géant qui donne à son tour des fruits et des graines qui vont germer aussi tout au long de la vie de l'humanité. Je dis, sans à aucun moment tourner le dos à la morale, en cultivant la vertu, courage, là aussi je mets un trait d'union entre les deux, qui lie à la fois l'endurance, l'éducation reçue, avec un summum au temps où l'on entre dans le monde des adultes et qu'on trouve au Sénégal dans la circoncision des hommes, ou dans les initiations chez les Yola et chez les autres ethnies sénégalaises. Major Diouf est mon ami, et je suis fier de le redire, tout le monde le sait. Et il est aussi mon frère. Un ancien condisciple du lycée Ferrer, comme tantôt cela a été rappelé par Amadou, de Saint-Louis. Nous avons fait nos humanités ensemble. Notre professeur Planté nous disait, il nous a enseigné le latin de la 6e à la terminale. C'était un professeur extraordinaire, parce qu'ils avaient fait de nous des sortes de robots, nous conversions en latin. Là, nous étions en première, nous conversions en latin. Comme nous conversions en français. Ça, il fallait le faire. Hein. Et il nous disait chaque fois, sic transit, gloria, on dit. Ainsi, transit, si on veut traduire littéralement, c'est ainsi se poursuit la gloire du monde. Ce sont ces professeurs-là. Moi, j'ai un respect extraordinaire pour tout professeur. Parce que nous avons admiré nos professeurs. Nous les avons respectés. Nous les avons pas déifiés. Hein? Et franchement, ils n'étaient pas loin de là. Nous pensions qu'ils savaient tout. Parce qu'ils nous expliquaient tout. Ils nous ont fait aimer la lecture. Ils nous ont fait aimer la recherche. Ils nous ont fait aimer les études. Ils nous ont fait aimer la recherche. Et le succès. Le succès, encore une fois, ce n'est pas l'opération accomplie. Il y a l'efficacité d'une part, il y a l'efficience de l'autre. L'efficacité, on dit que c'est le ratio entre les moyens mobilisés et les objectifs visés, le résultat. On dit que l'efficience, ce n'est plus les moyens mobilisés et les objectifs visés, mais c'est les moyens mobilisés, le ratio qui l'unit avec les résultats accomplis. C'est une sémantique qui n'est pas toujours simple. Hein. C'est la dialectique que les grands professeurs que vous êtes, que vous pouvez maîtriser. Et Major, en écrivant ce livre, a atteint et l'efficacité et l'efficience tout à la fois. C'est ce que j'ai tiré moi de la lecture de cet ouvrage. En juin 1959, Major, le 9 juin, nous avons ouvert le bac. Il y avait moi-même, toi, et Salou Fall. J'ai dit l'ordre dans lequel nous avons tiré le petit papier pour aller dans le coin, cogiter pendant 15 minutes, pendant que le professeur interrogeait l'autre. C'est Mme Martha Mou qui nous a interrogés, venait du lycée Vangoulou.
n'est-ce pas, à l'épreuve de géographie, nous avions bûché tous les trois, de 4 h jusqu'à 7 h du matin, la veille, nos dernières leçons de géographie. Nous avions appris Madagascar, le Tonkin et la Cochinchine, et aussi, oui, le Laos, n'est-ce pas, les pays asiatiques. J'ai tiré le premier et j'ai tiré Madagascar. Je suis allé dans mon coin, quand je suis arrivé, Madame Bo m'a dit c'est formidable. Majunga, Tuléa, Diego Ciarez, le plateau Mérina. Jusqu'à présent, je garde ça, parce que j'avais passé la nuit à apprendre ça. La Cochinchine et le Tonkin, Major a tiré la Cochinchine et le Tonkin. Nous l'avions appris la veille. Le pauvre Salifal, il n'est pas tombé sur les 3 sujets sur lesquels nous avions bûché toute la nuit. Il lui a été donné, comme il a tiré le sujet, la Mongolie. Nous n'avions pas pris la Mongolie. Et Salou a été donc condamné à passer le bac en octobre, alors que nous l'avons eu avec mention dès le mois de juillet. Ce sont des anecdotes qui indiquent que l'homme vit sur son destin et que rien ne peut faire. L'être humain ne peut rien faire pour soi-même, mais il y a un minimum, c'est la volonté. La foi qui porte la volonté et la volonté qui porte l'action. On trouve tout ça ici. Je vous assure. C'est émouvant. Quand on connaît Major Diouf et qu'on lit le livre, ce livre c'est Major lui-même. Mais c'est aussi l'Odyssée de l'Afrique et du Sénégal. Mais c'est l'Iliade, c'est-à-dire l'ensemble des batailles qui ont déterminé un cursus que Dieu seul pouvait définir, déterminer, conduire, faire aboutir. Et aujourd'hui, on se retrouve là, 80 années passées depuis le mois de début novembre. Là. Nous sommes des octogénaires depuis début novembre. Beaucoup d'amis sont partis avant. Il y en a beaucoup. Vous avez Lamine, Babacar Fall, vous avez Dongonia. Je pourrais en citer encore 20, mais Dieu nous a maintenus là pour continuer de vivre avec nos enfants et leur montrer le chemin, la foi, le courage, la volonté. Être sourd aux attaques de toute nature. Être sourd aux attaques de toute nature. Ma mère est partie il y a 1 an et 10 jours. Le 17 décembre, alors que j'étais là-bas avec mon épouse et la famille depuis 3 jours, on me dit Major Diouf est arrivé. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela m'a fait. J'étais à la mosquée, on me dit Major est arrivé. Ça ne me surprend pas, mais c'est extraordinaire. Elle me disait, cette maman, il y a 2 types d'individus dans la vie. Il y a les Kay Cédra et il y a les manguiers. Et c'est extraordinaire. Vérité philosophique, professeur. Il me dit, l'un et l'autre arbre fleurissent et portent des fruits. Le Kay Cédra, Khay, il fait un tontor, il fait un dôme. Mango, de femmes tonton, de femmes donc parfois même à la même période. Ma mère me dit, est-ce que tu as jamais vu quelqu'un qui vient, qui passe sous un caï cédra et qui prend un bâton pour jeter sur le fruit du caï cédra pour les faire tomber? Tu manges ça, tu es mort. Tu glisses là-dessus, tu te casses le pied, donc tu l'évites. Mais à 50 mètres plus loin, il y a un manguier rempli de fruits. Mes cousins, si, les parents de ma femme. Mais tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu vois personne, tu prends un bâton, tu jettes sur le manguier. Parce qu'il y a besoin du fruit qu'il porte. Et quand le fruit tombe, il tombe avec une feuille ou 2 feuilles, avec une branchée, donc vous blessez l'arbre à cause de ce qu'il porte. Et ma mère me dit, on n'attaque jamais quelqu'un qui est de la catégorie des caï cédra, et ceux qui sont des manguiers, on les attaquera toujours. Et c'est ce qu'on retrouve aussi ici. Major Djerejef, tu es fidèle en amitié. Tu es fidèle en amitié. Quand tu es avec tes amis, souvent même tu es devant eux. Tellement tu es engagé dans la bataille que vous partagez. Je veux t'en remercier ici, très solennellement. Les gens connaissent le type de rapport que nous avons, pur, fraternel, amical, solide, large et à toute épreuve.
Nous avons d'autres amis aussi, avec lesquels nous avons le même type de lien. Et écrire de ta part, ceux qui ont déjà demain sont là, et d'autres qui ont écrit, qui vont réécrire, ils vont le faire. Parce que dans chaque société, dans chaque communauté humaine, l'histoire se repose d'abord sur les écrits, sur les récits, sur les témoignages, c'est-à-dire sur la trame solide, permanente, linéaire et durable, qui constitue le cadre impliquant l'espace et le temps pour expliquer ce qui s'est passé, comment, quand et pourquoi, avec quelles conséquences sur les événements qui se déroulent, sur les faits qui surviennent quand une société évolue, sur les idées qui sont générées et sur les prises de position de ceux qui pensent, de ceux-là qui analysent, qui se posent des questions et qui proposent des réponses. Mais c'est pour cela que le monde universitaire, comme l'indique et le souligne, l'adjectif universitaire ou l'adjectif universel, et c'est l'ensemble des connaissances du monde, de toutes les cosmogonies dans lesquelles nous évoluons. Et un universitaire, même un non-universitaire, a le devoir d'écrire. Oui, parce que chaque jour, chaque mois, chaque année, l'humanité reçoit, comptabilise, répertorie, classe et mémorise les faits et les événements, les phénomènes de la nature et de la vie, les périodes qui marquent l'évolution de chaque société en termes de nouvelles idées, d'inventions, de tentatives continuées et répétées avec des échecs et des succès, pour permettre à l'homme de dominer la nature, de se protéger contre les phénomènes de cette nature, mais aussi de protéger cette nature parce que c'est elle qui le nourrit et c'est elle qui le fait vivre. Comment ne pas parler de Cheikh Anta Diop à une rencontre comme celle-ci? Cheikh est notre référence. Cheikh Anta Diop est notre référence. Ce matin au bureau, nous en discutions. Mon neveu, Cheikh Bambassal, qui est là, on a dit, ah, si Cheikh avait eu le temps, mais personne ne pouvait savoir qu'il allait partir si tôt, de consacrer sa vie, non pas à la politique, mais à la recherche, aux activités scientifiques. Parce que Cheikh était génial. Cheikh était génial parce que Cheikh était un génie. Oui. Lorsque Cheikh Anta a écrit en 1957, moi je me rappelle, j'ai appris ça quand nous étions à l'université en 60, quand il a parlé de cette autre atmosphère où l'azote, bombardé par les rayons cosmiques du soleil, crée une matière qu'on appelle l'acide anhydrique. Et que l'acide anhydrique, frappé par les autres rayons du soleil, eh bien, crée une matière qu'on appelle le carbone, affecté du coefficient 14. Et que ce coefficient 14-là fait entrer le carbone dans tout ce qui est végétal. Comme les ruminants, à commencer par l'homme, se nourrissent de végétal, eh bien, cette matière de carbone 14 a écrit Cheikh, entre dans le squelette à un taux mathématique fixe qui permet de dater l'origine de l'être, de l'animal ou de l'être humain jusqu'à 70 000 ans. Mais quand il a présenté ça en 1957 à la Sorbonne, excusez-moi, je ne sais pas s'il y a des tubables ici, les tubables ont dit c'est pas possible que ça sorte du cerveau d'un noir. Eh bien c'était ça. Parce que c'était une démarche synthétique et scientifique. Et quand il a dit, dans toute motte de terre, dans toute poignée de sable, il y a du potassium à l'état naturel. Incontestablement et de manière exclusive et totale. Et que ce potassium-là, il est affecté, dit-il, de l'isotope argon. Et que l'argon, l'isotope, et le potassium qui est à l'état naturel dans la terre, combinés, permettent de dater l'âge des minéraux. Et c'est Cheikh Anta Diop qui l'a dit. Et s'il ne l'avait pas écrit, moi je n'aurais pas appris ça en 1959-60. Et c'est encore dans ma mémoire là. Je ne sais pas l'air comment. Mais c'est dans mon cerveau. Major, continue comme ça. Et j'invite tous ceux qui sont dans cette salle, surtout les jeunes, à penser écrire, chercher,
trouver ou ne pas trouver, mais chercher. Par la lecture. Les 60 000 ouvrages dont parlait avec générosité le docteur Ablaï Diallo, ils sont là chez moi. J'en ai peut-être 20 000 après me dire. Mes parents paysans, ils s'étonnent, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Je dis, mais c'est la science du monde. C'est la science du monde. Je vais à la librairie là matin, chercher un livre, c'était avec Cheikh Bambassan, je suis sorti avec 18 livres. On est resté pour 15 minutes, on est resté 2 heures. Parce qu'il y a simplement un tropisme intellectuel qui me pousse et qui pousse ces éminents professeurs qui sont là pleins de savoir, d'expérience et de science. Je dis, écoutez, c'est ça qui me pousse à avoir cette bibliothèque. Un jour, je l'offrirai à l'université et ce serait une justice parce qu'offrir une bibliothèque de cette nature à l'université, ce n'est que justice. Mais ça arrivera un jour, sans doute. Je vais finir parce qu'il faut que je laisse aux enfants le temps de s'exprimer. Nous disons, nous, de la religion islamique, Allah Akbar, Dieu est grand. Les chrétiens, en ce mois de décembre, à la veille de la nouvelle année, ils disent proclamer une année de grâce dans le Seigneur. Et ça, on le trouve dans Ésaïe. Ésaïe, qui est donc une partie de la Bible, c'est au livre 61, verset 2. On le trouve aussi dans Ésaïe, livre 41, verset 3b. Il dit, ne crains rien parce que je suis ton Seigneur. Ne jette pas de regard inquiet parce que je suis avec toi. Mais on le trouve. C'est exactement les mêmes idées que l'on trouve dans le Coran, parce que là vient de Dieu, le Coran. Le Saint-Coran vient de Dieu, directement. Et voilà, Major, que Dieu te donne longue vie. Je mets ça au singulier, que Dieu nous donne longue vie, je mets ça au pluriel. N'est-ce pas? Et que Dieu nous permet de continuer à travailler, mais surtout que Dieu nous permette de voir un jour que nos enfants, la plupart le sont déjà, ont plongé leur existence dans la foi et dans l'action. La foi, pour ne jamais oublier que tout ce que l'être humain obtient, c'est Dieu qui le lui a donné. Que tout ce que l'être humain peut faire, c'est Dieu qui le lui a donné. Que même pouvant et voulant faire l'action, c'est Dieu qui en décide et qui inspire l'individu, disposant du moyen de faire quelque chose de bien, qui l'amène à le faire, comme ce livre. Mes amis, je vous remercie. Maintenant, nous allons passer la parole à notre fille Nella. Ensuite, ce sera notre fille Selvé. Et puis, quelques amis qui vont prendre la parole aussi pour faire profiter de leur expérience. Merci beaucoup. Non, bah, c'est bon. Écrits sont là aussi. Ceux qui vont écrire